Merci à vous tous d'être présents. Ça nous fait vraiment un grand plaisir à Caroline et moi de partager en fait la scène et pour pouvoir venir vous parler en fait d'une thématique qui nous intéresse beaucoup toutes les deux. Selon, par ailleurs, on s'intéresse à des publics relativement différents, savoir que je fais mes recherches et mes activités cliniques auprès des adultes, alors que Caroline, donc, comme l'a mentionné Stéphane, donc, fait ses travaux avec les enfants et les adolescents. Alors, vous allez voir en cours de route, en fait, notre objectif, c'est de vous présenter, dans le fond, les différences ou les spécificités associées donc aux événements qui sont traumatisants, là, ceux auxquels vous pouvez penser. Mais spécificités, évidemment, en fonction de l'âge, puis aussi de comment ça se manifeste en fonction de cet âge-là. Puis on va terminer éventuellement pour vous parler un petit peu justement de l'importance du soutien envers à la fois les adultes et les plus jeunes, ainsi que l'importance aussi d'une prise en charge clinique en fait appropriée pour pouvoir éventuellement mieux s'en sortir. Alors on tente de faire ça le plus simple possible. Et puis que vous repartiez d'ici, dans le fond, avec vraiment, c'est notre objectif, là, une compréhension de ce que peut être un événement traumatique et éventuellement de ses manifestations par la suite. Alors, on a intitulé donc notre conférence Traumatisé, stressé, résistant. Donc, on parle de stress post-traumatique. Il y a deux thématiques déjà dans l'appellation de cette maladie mentale, si on veut. Mais il y a aussi donc la résistance, il y a aussi ce qu'on appelle la résilience. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce mot-là. Donc, essentiellement, on va parler des individus qui peuvent vivre donc des événements très aversifs, mais également donc sans développer de problème. Et là, on va examiner vraiment simplement les facteurs de risque et de protection, en fait, pour ces individus-là. Alors donc, sans plus tarder, on va débuter, en fait, par un petit clip vidéo. Donc, un petit clip vidéo d'une personne qui est venue consulter donc, au Centre d'études sur le trauma, donc une équipe de recherche que je dirige ici à l'Institut, et donc une personne qui a vécu évidemment un événement traumatisant. Et le clip vidéo que vous allez voir, en fait, c'est le clip d'une série de 4 qui va être publié prochainement, donc probablement au tout début mai, et qui va apparaître sur notre site Internet, qui s'appelle plusqu'unsouvenir.ca. Je pense que vous avez des petits dépliants sur les tables qui traînent, donc vous avez les adresses là-dessus. Et c'est un site qui est vraiment fait pour le grand public. Donc, c'est des informations, en fait, justement, qui visent à expliquer ce qu'est le stress post-traumatique, notamment, mais aussi toutes sortes d'autres problématiques là, qui tournent aux alentours, qui y sont reliées. Et puis, dans un avenir pas très lointain, on n'a pas encore de section sur les enfants et adolescents, mais j'ai négocié ça avec Caroline durant notre sushi tout à l'heure. Et donc, au cours de la prochaine année, on va développer une section qui va porter sur les enfants et les adolescents aussi. Alors, donc, sans plus tarder, on va écouter le clip qui dure 6 minutes. Et puis, vous allez voir, donc les enfants, notamment de la victime, qui vont parler de ce que leur mère vit suite à l'événement qu'elle a subi. Donc, OK. Fait que tu sais pourquoi je suis là, Solveig? Oui. Oui. Parce que ta maman, elle n'allait pas bien l'année passée. Oui. Puis qu'est-ce qu'elle a eu, ta maman? Peux-tu nous décrire? Elle a eu un hold-up où est-ce qu'elle travaillait. Qu'est-ce qui s'est passé après? Puis après ça, elle avait peur, puis elle pouvait plus aller. Elle était plus capable de rentrer dans le dépanneur où est-ce qu'elle travaillait, puis il fallait tout le temps qu'il y ait quelqu'un avec elle, sinon elle avait trop peur. Elle m'a dit que je connaissais un peu ça, fait qu'elle m'a dit qu'elle avait eu un traumatisme crânien, je pense. Puis là, j'ai catché tout de suite, direct là. Je pense que je le savais. C'était compliqué pour moi à comprendre. À comprendre. Pourquoi c'était compliqué? Ben parce que je suis jeune, puis ben des affaires de même, c'est pas... c'est un peu compliqué pour moi, là. Je sais pas.
Ils n'ont pas de fourche, ils n'ont pas de cuillère. Ouais, je le vois qui rentre, comme un commando. C'est pour ça que je viens de demander. Bouge pas! Bouge pas, mais regarde ça. Au début, on allait dehors, puis directement quand il y avait quelqu'un, à paniquer. Puis comment tu t'es sentie à ce moment-là? Je me sentis triste pour ma mère. Pourquoi t'étais triste? Parce que j'ai pas aimé ça quand elle a commencé à pleurer. Fait que l'autre, c'est de l'huile. Ah, super. Un quart De l'huile, tant de l'huile. Ah, Un quart de tasse d'huile. super. Puis toi, est-ce que tu essayais de la rassurer? Oui. Souvent. Qu'est-ce que tu lui disais pour la rassurer? Je disais que je l'aimais beaucoup, puis que fallait pas qu'elle panique comme ça. Puis est-ce que ça l'a rassurée? J'ai l'impression que ça la rassurait, mais juste un petit peu. Parce qu'elle continuait à pleurer. Puis aujourd'hui, c'est qui rassure qui? C'est ma mère qui me rassure, moi. C'est plus normal que les parents rassurent les enfants que les enfants rassurent les parents, je trouve. Est-ce qu'on va monter la montagne en premier? Ah ouais, viens. On va monter la montagne en premier, ok? Un peu. Attention à toi. Regarde. J'ai pogné le papillon. Puis t'es-tu fière de maman? Ouais. Puis pourquoi t'es fière d'elle? Ben parce que c'était une grosse affaire, puis ben tu sais, je savais qu'elle allait finir par y arriver, mais je me forçais un petit peu pour avoir confiance qu'elle y arrive. J'avais vraiment peur qu'elle y arrive pas. À avoir moins peur. Fait que c'est ça. Pourquoi t'avais peur? Ben parce que j'avais peur que si jamais ça fonctionne pas, ben que la vie soit plus normale pour nous autres. Moi et mon frère. Vis ta vie, ne pars de rien. Ton étoile t'a déjà tracé le chemin. Vis ta vie, ne t'en fais pas, car la mienne guidera tes pas, car la mienne veillera sur toi. Donc, on a décidé de vous présenter ce clip vidéo-là, en fait, pour deux raisons. La première, c'est pour vous montrer, en fait, que des événements comme ceux-là, quand ça affecte une personne, ça affecte aussi les gens dans l'environnement. OK? Donc, et c'est une maladie, on va dire une maladie mentale qui se vit donc socialement, familialement, conjugalement, et ça a vraiment des impacts sur les proches, incluant évidemment sur les enfants de ces personnes-là. Et dans la présentation aujourd'hui, on va vous parler beaucoup de ce qui se passe évidemment dans la tête et dans le corps des victimes, mais on va éventuellement aborder aussi en fait comment ça se passe au niveau des proches, puis comment ils peuvent aider justement une personne qui a vécu ce type d'événement-là, puis qui a développé ce type de difficultés-là également.
Par contre, on peut voir aussi que ce genre d'événement-là, quand c'est vécu justement par les enfants, ils le vivent indirectement, ça peut aussi avoir des conséquences sur eux. Qu'est-ce que tu dirais là-dessus, toi, Caroline? Ben, moi, je trouve que c'est super bien exprimé. Ces enfants-là, premièrement, ils étaient vraiment bons pour expliquer comment ils se sentent. Puis, une des choses qu'on va le plus voir chez les enfants, surtout chez les enfants en bas de 12 ans, c'est que leur façon de se remettre d'un traumatisme ou que si leurs parents ont vécu un traumatisme, ça va beaucoup dépendre de la réaction de l'adulte. Fait qu'on le voyait bien, comment qu'elle disait, ah, la petite fille, ben moi je suis jeune, c'est compliqué à comprendre. Donc, vraiment la façon que le parent, l'adulte, va prendre le temps d'expliquer à l'enfant, puis il va prendre le temps aussi de l'aider à gérer ses émotions par rapport à ça, ça va être un des facteurs de protection les plus importants. Mais ça, on va y revenir tout à l'heure, mais je trouvais que la vidéo le démontrait très, très clairement. Alors, Edith, ce qu'elle a vécu, donc comme il était mentionné au départ, c'était un hold-up. Donc, elle travaillait dans un commerce et elle a vécu un hold-up. Alors, dans le fond, il y a un homme qui est rentré dans le commerce, qui portait une cagoule, qui est rentré dans le commerce et qui a mis sa main sur sa poche de manteau pour signifier qu'il était armé. Puis, il a demandé le contenu de la caisse, puis aussi différents objets qui étaient derrière Edith. Donc, la façon dont Edith décrit comment ça s'est passé, c'est qu'elle disait que l'état très calme de l'homme, en fait, lui faisait peur. Elle appréhendait qu'il devienne soudainement violent puis qu'il perde ses moyens. Puis là, c'est là qu'elle aurait commencé vraiment à avoir très peur durant l'événement, puis elle a commencé à trembler. Et c'est à ce moment-là aussi qu'elle a appelé la police. La police est arrivée donc sur les lieux peu de temps après son appel. Et donc, à ce moment-là, elle repensait à ce qui venait de se passer, puis elle exprimait qu'elle avait eu très peur d'être blessée, puis elle rapportait avoir été terrifiée. Alors, par la suite, elle a développé différentes manifestations, notamment des cauchemars qu'elle faisait, qui n'étaient pas nécessairement liés à l'événement, mais qui causaient beaucoup de détresse. Entre autres, elle rêvait que sa fille et elle se faisaient enlever, puis elle était obligée de regarder sa fille se faire torturer. Alors évidemment, lorsqu'on se fait un rêve comme celui-là, puis qu'on se réveille, on se sent dans un état de détresse et d'anxiété. Par la suite, donc, elle était dérangée aussi lorsque quelque chose lui rappelait l'événement. Il pouvait s'agir, en fait, à la vue d'un dépanneur ou encore même la démarche d'un homme qui était similaire à celui, justement, du voleur lors du hold-up. Par la suite, elle s'est mise à éviter les pensées puis les conversations en lien avec l'événement. Elle évitait de dormir aussi dans le noir, puis elle évitait le plus possible le dépanneur dans lequel l'événement était survenu. Ensuite, elle dormait très peu, 2 à 3 heures par nuit. Elle se disait plus irritable qu'avant, notamment avec son conjoint et ses enfants. Et elle avait aussi beaucoup de difficultés de concentration qui affectaient sa capacité justement à fonctionner sur le plan du travail et dans plusieurs sphères de sa vie. Alors donc, vous voyez que ce type de réaction-là, et on l'a rencontré en fait 3 mois après son hold-up, alors faisant en sorte que dans ces 3 mois-là, sa qualité de vie a drastiquement diminué. Par contre, on l'a vu 3 mois seulement après, et ça c'est une bonne nouvelle parce que souvent les gens prennent beaucoup de temps avant d'aller consulter. On y reviendra tout à l'heure. Donc, vas-y Caroline, excuse-moi. Des événements catastrophiques, des événements terribles comme ça peuvent survenir de façon imprévisible dans la vie de la personne. Mais il y a aussi des moments dans notre vie où on va être exposé à d'autres types d'épreuves, à des moments difficiles qui peuvent aussi générer beaucoup de stress chez la personne. Fait que moi, j'aurais le goût de te lancer la question, Stéphane. Est-ce qu'être stressé ou traumatisé, c'est la même chose? Bien, pas vraiment. Parce qu'on va voir qu'à quelque part, comme un peu Edith a pu le vivre, en fait, il y a, à un moment donné, il y a comme une barrière qui est franchie en termes de niveau de peur, en termes de niveau de détresse. Et on va voir que ça peut être différent d'un événement stressant. Alors donc, pour commencer, on va vous montrer en fait une première liste d'événements stressants. Il y a des échelles qui ont été conçues pour mesurer dans quelle mesure un événement était stressant dans la vie pour les individus. Et on a relevé quelques items qui font partie de cette échelle-là. Évidemment, 100 étant le pire événement. Donc, le décès du conjoint, par exemple, d'une maladie ou d'une mort naturelle, consiste en l'événement le plus stressant qu'on pourrait vivre dans une vie. Le fait de divorcer, donc, est quand même aussi un événement assez stressant. Le fait de se marier, alors je ne sais pas pour vous, là, mais pour moi, ça a été effectivement très stressant.
Une mise à la retraite, ça aussi, ça cause du stress, il faut s'y préparer, etc. Les difficultés sexuelles, bon, ça, j'en ai jamais vécu, mais écoutez, ça doit être un peu stressant tout de même. Départ du foyer d'un enfant, je ne sais pas si je vais le vivre stressant, je peux vous dire qu'à la fin de l'adolescence, on y pense positivement à ça. Changement de résidence, enfin, il y a une foule d'événements comme ça qui peuvent causer donc du stress aux gens, mais qui sont quand même différents d'un point de vue du potentiel, en fait, à mener là, vers un stress post-traumatique. Donc, est-ce que ces événements-là peuvent causer un état de stress post-traumatique? Je pourrais vous poser la question, évidemment. Probablement, vous me diriez que peut-être certaines choses. C'est sûr que le décès du conjoint, si le conjoint décède dans le cadre d'un accident grave de la route, évidemment, on pourrait penser que oui, tout à fait. Par contre, pour les autres plus bas, ce ne sont pas des événements qui, en général, peuvent mener à un stress post-traumatique. On va voir tout à l'heure pourquoi. De façon générale, donc, les événements stressants normaux, en fait, ce qui les distingue des événements traumatiques, c'est que généralement, il est possible de s'y préparer. La naissance d'un bébé, on parlait d'un mariage, un changement d'emploi. Alors, c'est quelque chose qu'on peut anticiper, puis pour lequel on peut penser, évidemment, à des solutions, puis à des façons de s'adapter. Alors que dans le cas d'un événement traumatique, c'est généralement quelque chose qui est vraiment inattendu, imprévisible et auquel il est impossible de s'y préparer. Ensuite, plus on vit d'événements stressants normaux, plus le stress associé diminue. C'est comme si souvent il y a une sorte d'habituation, puis aussi le fait qu'on trouve des solutions, bien, ça fait que les choses nous énervent moins. Hein? Après, rendu au 3e divorce, c'est sûrement un peu moins stressant. Les événements traumatiques n'ont généralement pas été vécus avant, sauf évidemment dans les cas d'abus sexuels et tout ça. Donc ça, c'est d'une autre nature. Il y a des événements répétés comme ça qui peuvent être plus difficiles qui peuvent être fréquents, mais auxquels on ne s'adapte pas non plus ou on ne s'habitue pas. Les événements stressants normaux ne provoquent pas autant d'anxiété ou s'ils en provoquent, peuvent être contrôlés beaucoup plus facilement. Alors que dans le cas des événements traumatiques, les victimes n'ont souvent pas de contrôle par rapport à ce qui provoque les symptômes ou à la possibilité de les retarder ou de les arrêter. Alors, vous voyez qu'il y a quelque chose d'un peu plus drastique et plus difficile. Quelques dernières explications par rapport à ça. Les événements stressants normaux sont vécus par beaucoup de gens puis constituent souvent un sujet de discussion entre les personnes qui ont vécu les mêmes expériences. En tout cas, moi, dans ma chambre de hockey avec mes amis, on se parle de difficultés sexuelles facilement comme ça. En fait, eux autres en parlent entre eux autres parce que moi, mais donc, alors que les événements traumatiques laissent souvent une empreinte pour la vie, et ça, même si les symptômes disparaissent. Au niveau, les expériences négatives sont beaucoup moins perturbantes que les événements traumatiques et finalement posent peu de menaces de danger aux proches. Donc, autrement dit, les événements stressants comme la perte d'un emploi, bien, les proches vont le vivre, évidemment, peut-être de façon stressante, mais pas de façon traumatisante, notamment, surtout quand c'est nos enfants aussi qui peuvent en subir. Caroline? Oui. Qu'est-ce que l'état de stress post-traumatique? Comment tu pourrais nous introduire à l'état de stress post-traumatique? Donc, l'état de stress post-traumatique, bien, en fait, il y a plusieurs cliniciens, chercheurs de partout dans le monde qui se sont mis ensemble pour établir des critères pour déterminer c'est quoi un état de stress post-traumatique. En fait, c'est un ensemble de réactions qui apparaît après que la personne a été exposée à un événement terrifiant, un événement qui sort de l'ordinaire. Donc, peu importe l'âge, que ce soit un enfant, un adolescent, un adulte, pour avoir le diagnostic d'état de stress post-traumatique, il faut tout d'abord que la personne ait été exposée à un ou plusieurs types d'événements suivants. Donc, où elle a eu peur de mourir, où elle a senti qu'on menaçait à sa vie, qu'il y a eu des blessures graves ou une menace de blessures graves, ou encore délit sexuel ou menace de délit sexuel. Donc, on va vous donner des exemples ensuite. Ensuite, ça doit avoir être vécu de l'une ou l'autre des façons suivantes. Donc, soit que la personne vit l'événement elle-même, donc elle est présente au moment de l'ouragan, par exemple, être témoin d'un tel événement, apprendre que l'événement s'est produit à un ami proche ou un parent. Ça, moi, ce que je traite souvent, c'est des jeunes qui font la découverte d'un parent ou d'un frère qui s'est suicidé. Donc, ça pourrait entrer dans cette catégorie-là.
puis vivre une exposition répétée ou extrême aux détails aversifs de l'événement. Ça, on pense à des gens qui font des métiers comme ambulanciers, policiers, où ils sont exposés souvent à des blessures graves, à des scènes familiales difficiles. Donc, à force d'être exposés à ce type d'événements-là, ils peuvent développer un état de stress post-traumatique. Donc, dans le fond, ce qu'on retient, c'est que ce diagnostic-là peut être posé de 0 à 100 ans. Donc, même les enfants d'âge préscolaire, on se fait souvent poser cette question-là. Est-ce qu'un enfant de 0 à 5 ans peut développer un état de stress post-traumatique? Oui. Dans le fond, c'est dans la façon que ça va se manifester, que ça va différer. Je vais vous le présenter tout à l'heure. Donc, ce qu'on retient, peu importe l'âge, il faut que la personne ait été exposée à ce type d'événement-là. Est-ce qu'on regarde des exemples? Bien oui, certainement. Je te laisse y aller. Alors, évidemment, différents types d'événements donc, qui peuvent être qui tomber en fait dans les catégories que Caroline vous a décrites. Donc, des accidents graves qui peuvent être des accidents de la route, des incendies évidemment majeurs. Des accidents, je m'excuse, je t'arrête, des accidents de sport. Moi, j'ai un jeune qui a eu un accident grave en ski. Donc, il descendait à pleine vitesse et puis il n'a pas pu s'arrêter puis entrer dans le poteau du chairlift, je ne sais pas comment dire en français, les chaises. Donc, suite à ça, il a développé toute une panoplie de réactions. Je vais revenir à lui tout au long de la présentation. Il peut s'agir aussi d'accidents de travail, comme par exemple une machine en fait qui fait défaut, puis ou par exemple un travailleur de la construction qui pourrait se couper par exemple quelques doigts de la main avec une scie, alors ça rentre là-dedans aussi. Les catastrophes naturelles, vous vous en doutez, tremblements de terre, inondations évidemment extrêmes, tornades, alors tout ça peut rentrer dans la catégorie des événements en fait, on les appelle des événements traumatiques, mais c'est des événements qui sont potentiellement traumatisants, okay? Donc, mais qui menacent donc l'intégrité physique des gens, et qui peuvent donc conduire à des réactions post-traumatiques. Mais ça, comme on va voir tantôt, ce n'est pas nécessairement le cas. Évidemment, des agressions violentes, des agressions physiques, sexuelles, des vols à main armée, comme on a décrit dans le cas d'Édith. Moi, j'ajouterais ici que dans cette catégorie-là, c'est des événements qui ont été causés délibérément par une autre personne. Fait que chez les enfants, on peut penser à se faire enlever, fusillade dans les écoles, abus sexuels, inceste, etc. Ça rentrerait là-dedans. Et souvent, on fait une distinction, notamment dans le cas des agressions, donc pour les enfants, entre autres, souvent, ils vont le vivre de façon répétée. Donc, au niveau des abus, par exemple. Et ça, c'est une catégorie, en fait, qui va amener, oui, vers un stress post-traumatique, mais aussi vers d'autres problèmes éventuellement, parce que ça va nuire au développement aussi de ces enfants-là. Les expériences de guerre en tant que civil, si vous voulez, ou en tant que militaire également, je pense qu'on en a entendu beaucoup parler. Des incidents terroristes, comme il peut en survenir beaucoup. Alors, vous voyez que c'est des événements de grande envergure qui rentrent à quelque part dans ces catégories d'événements potentiellement traumatisants, contrairement aux événements stressants là, dont on a parlé tout à l'heure. Donc là, on vient de présenter différents événements traumatiques, mais comment on pourrait reconnaître quelqu'un qui... Parce qu'on a dit que c'est pas tout le monde, c'est pas toutes les victimes de ces événements-là qui vont développer un état de stress post-traumatique. Donc, comment on pourrait reconnaître quelqu'un qui présente des symptômes de stress post-traumatique? Alors donc, une fois que ces personnes-là ont vécu l'un de ces types d'événements-là, donc il y a principalement 4 types de manifestations ou de réactions qui doivent être présentes pour qu'on puisse parler de la présence d'un état de stress post-traumatique. Donc, vous voyez souvent, dans le fond, dans notre vocabulaire, on va utiliser le mot « être traumatisé ». Hein? C'est utilisé à plusieurs sauces, le mot « être traumatisé ». Mais dans le fond, selon, évidemment, là, ce qu'on connaît là, disons, de la maladie là, mentale qui s'appelle l'état de stress post-traumatique. Donc, il ne s'agit pas seulement d'être exposé, mais d'avoir développé donc, des manifestations. Alors, il y a 4 grands types de manifestations. Il y a tout d'abord le fait de revivre l'événement, ou ce qu'on appelle la réexpérience donc de l'événement traumatique. On parle également d'évitement persistant associé au traumatisme. Qu'est-ce qu'elle évitait, Édith, tout à l'heure dans le clip? Est-ce que vous vous en rappelez, une ou deux choses? Les dépanneurs. Les hommes qui avaient la même démarche que... Exact, les hommes qui avaient la même démarche que la personne qui a fait le vol. Excellent. Des perturbations sur le plan des pensées et des émotions. Alors, ce qu'on parle ici, c'est notamment de la peur. Hein? Je pense qu'une de sa filles, à un moment donné, l'a dit, elle a souvent de la peur. Ma mère, elle panique aussi, donc, dans certaines situations.
Alors, des perturbations sur le plan des émotions à plusieurs niveaux, dont la peur, évidemment. Mais il y a aussi l'impuissance, il y a aussi de la culpabilité, puis il y a de la honte aussi qui peuvent se greffer à ça, tout comme de la colère aussi. Sur le plan des pensées, évidemment, le fait de subir une agression de la part de quelqu'un, ou même un vol à main armée, comme Edith l'a vécu, va possiblement avoir changé sa façon de voir le monde. Peut-être sa façon de voir les hommes aussi, de façon générale, et aussi peut-être de se percevoir aussi comme individu et comme étant plus vulnérable qu'elle ne le pensait auparavant. Souvent, les gens vont dire ça. Avant, c'est comme si j'étais insouciant de ça, ou je m'en souciais pas. Mais maintenant, j'ai l'impression que, à quelque part, le danger est un peu partout. Alors donc, voilà des exemples de pensée. Et finalement, donc, ce qu'on appelle l'hyperactivation du système nerveux. Donc, les événements potentiellement traumatisants ou traumatisants, ce qui déclenche, dans le fond, c'est une réaction d'alarme, OK, qui devient un peu, si vous voulez, chronique. Elle est toujours, comme si le système d'alarme était toujours allumé. Pourquoi ça arrive? Bien, c'est une réaction de survie. Dans les faits, quand on vit un événement qui menace vraiment notre vie ou notre intégrité physique, ce qu'on veut, c'est qu'il ne survienne plus. Alors, qu'est-ce que l'organisme y fait? C'est qu'il se maintient en état d'alerte constant pour essayer d'anticiper puis de voir arriver le danger éventuellement. Alors, ces manifestations-là tombent vraiment dans cette catégorie-là. Et là, on parle, entre autres, de ce qui s'appelle l'hypervigilance, par exemple. Alors, ce que Edith pouvait faire, notamment par rapport aux hommes qui avaient l'air d'avoir une démarche, et automatiquement, elle devait se demander, est-ce que c'est la personne qui a fait le hold-up pour moi l'autre fois? On va parler aussi de difficulté de sommeil. Ça aussi, Edith, elle l'avait, elle dormait très peu. D'irritabilité, avec ses proches notamment. On va parler également de difficulté de concentration. Alors, cet ensemble de réactions-là, vraiment, qui découle vraiment d'une activation qui est chronique là, du système nerveux. Est-ce que ça se passe, est-ce que globalement, avant qu'on regarde ça dans le détail, dans le fond, c'est vrai ça que se passe pour les enfants, ça... Non, mais on a une acétate sur chaque. C'est vrai. On va les montrer. On a tellement des beaux dessins, il faut les montrer. Tu veux-tu réexpliquer? Non, bien, vas-y, par rapport aux enfants, Okay. Qu'est-ce que tu aurais à dire? L'enfant, moi, je vais toujours distinguer enfants d'âge préscolaire, enfants d'âge scolaire, donc mettons les 8-12, puis les 13-17, les adolescents. Donc, chez les adolescents, les enfants d'âge scolaire et les adolescents vont eux aussi revivre continuellement la scène traumatique à travers leurs pensées, leurs cauchemars. Comme je vous parlais, le jeune que je suivais qui avait un accident de ski était vraiment capable de me décrire dans le détail les pensées intrusives. Intrusives, c'est comme un intrus qui rentre dans une maison, on ne veut pas qu'il soit là. C'est la même chose avec ce type de pensée-là. Donc, ça arrive à l'esprit de la personne puis elle ne veut pas l'avoir. Donc, il était capable de me décrire dans le détail puis même de me dessiner la scène très, très en détail. Il y a d'autres enfants, surtout les plus jeunes, là, dans le groupe 8-12 ans, qui peuvent avoir plus de difficulté à l'exprimer verbalement. Puis à ce moment-là, ce qu'on va souvent observer, c'est qu'ils vont reproduire une partie de la scène traumatique dans leur jeu ou dans leur dessin. Exemple, un jeune qui dessinerait sans cesse l'incendie de son immeuble. Chez les enfants d'âge préscolaire, ça ressemble un petit peu à ça. Donc, c'est très rare qu'ils vont parler de leur flashback de façon verbale. Donc, on va souvent le voir dans les jeux. Ils vont reproduire la scène, exemple, reproduire l'accident d'auto avec des petites voitures. Puis, ce qui est particulier aux enfants d'âge préscolaire, c'est qu'il n'y a pas nécessairement de détresse associée. Donc, ils peuvent être en train de refaire l'accident de la route, mais ils ne sont pas en train de pleurer, ils n'ont pas l'air d'avoir peur, ils n'ont pas l'air en détresse. Donc, ils le font pratiquement de façon monotone, on va même dire compulsive, c'est-à-dire qu'ils le font toujours de la même façon. Alors, le dessin, ce qui illustre, dans le fond, c'est que même une fois l'accident terminé, la personne y repense constamment. Et donc, dans le cas d'Edith, tout à l'heure, je vous parlais de cauchemars qu'elle vivait. Ça, c'est comme la version, disons, nocturne des réviviscences. La version de jour, c'est les flashbacks puis les pensées intrusives qui viennent à l'esprit de ces personnes-là et ça leur cause de la détresse quand elles y pensent. Au niveau de l'évitement persistant associé au traumatisme, en fait, j'insiste sur le mot persistant. Alors, c'est pas juste qu'au début, on l'évite un peu, puis éventuellement, on ne l'évite plus. C'est quelque chose qui est vraiment là. Alors, la personne va faire tout ce qui est en son pouvoir, en fait, pour éviter de reparler de l'événement, pour éviter, donc, les lieux sur lesquels c'est arrivé. Prenez un exemple. Si, je ne vous le souhaite pas, mais évidemment, c'est tous des exemples qui ne sont pas très agréables à entendre.
Mais si jamais vous voyagez en voiture puis que vous passez sur une lumière verte à une intersection, puis qu'il y a une autre voiture qui vous rentre dans le côté parce qu'elle a passé sur la lumière rouge. Quand une fois que tout ça va être passé puis que vous auriez un stress post-traumatique, comment vous allez réagir quand vous allez à la prochaine intersection à laquelle vous allez passer? Ce que vous allez faire, c'est que vous allez vraiment penser que là, il va arriver encore quelque chose. Alors, vous allez possiblement tout simplement éviter de conduire pour éviter que ça vous arrive de nouveau. Donc, l'évitement est très, très dérangeant et ça diminue beaucoup le fonctionnement des individus parce que, entre autres, ils vont arrêter de faire une foule de choses puis ils vont peut-être même finir par s'isoler également. Les enfants, les adolescents aussi vont souvent refuser d'en parler, éviter les situations, les objets qui leur rappellent le traumatisme. Comme le jeune dont je vous parlais, bien, c'est sûr, il ne voulait plus faire de ski. Puis l'autre chose, lui, il refusait d'en parler. Puis quand on poussait notre entrevue un petit peu plus loin, on se rendait compte parce qu'il ne voulait pas inquiéter davantage ses parents. Parce que son père, qui le suivait en ski, qui l'a vu avoir son accident, présentait lui aussi un état de stress post-traumatique. Donc, le jeune évitait vraiment de parler de la situation, puis c'est vraiment en thérapie où il a pu reparler de la situation. Autre chose qui est typique chez les 8-12, c'est qu'ils peuvent pratiquement avoir l'air hyperactifs, bouger beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis encore une fois, quand on pousse l'entrevue, ils vont nous expliquer qu'ils bougent sans cesse pour occuper leur esprit, pour ne pas penser aux souvenirs. Puis chez les enfants d'âge préscolaire, c'est la même chose, ça va être plus de l'évitement typique comme on vient de décrire, il n'y a rien de spécifique. Au niveau des perturbations, je vous ai nommé quelques indices de ça. Donc, les émotions, la culpabilité, la peur, également donc la façon de voir le monde. Maintenant, même, en fait, ce type de perturbation-là, justement, va amener une foule d'autres choses. C'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi pas mal de tristesse, un sentiment d'avenir bouché aussi. Et souvent, ce qu'on voit malheureusement chez les gens qui développent un stress post-traumatique, c'est qu'à court, moyen ou long terme, il y en a à peu près la moitié, donc une personne sur deux, qui va aussi développer donc une dépression majeure de façon concomitante, si vous voulez, de façon parallèle. Alors évidemment, ce que ça amène, ça aussi, c'est notamment parfois des idéations suicidaires chez ces personnes-là. Les enfants d'âge scolaire vont nommer directement habituellement les émotions de culpabilité, de honte, puis ils vont souvent se blâmer. Vous savez, à cette période du développement, les enfants sont encore égocentriques, ils ont l'impression que le monde tourne autour d'eux puis que tout le monde pense selon leur perception. Donc, s'ils ne comprennent pas bien ce qui s'est passé, ils vont avoir tendance à se blâmer, à penser qu'ils auraient pu protéger la famille, qu'ils sont une mauvaise personne, que leur système nerveux est ruiné pour toujours. Puis le sentiment d'avenir bouché, donc que l'avenir sera plus prometteur pour eux, est souvent verbalisé aussi. Ils vont dire, bien là, à partir de maintenant, je demeure une personne fragile, fait que je ne pourrais pas faire la carrière que je voulais faire, ou je ne pourrais pas faire toutes les activités que je voulais faire. Chez les enfants d'âge préscolaire, encore une fois, c'est dans les jeux qu'on va le voir. Donc, alors que, disons, l'enfant prenait beaucoup de plaisir à jouer à ces jeux, bien, ce qu'on va voir, c'est qu'il va avoir une certaine retenue dans ces jeux, puis il va avoir une moins grande variété. Fait que c'est comme s'il va, au lieu d'avoir plusieurs types de jeux, il va jouer à une ou deux choses, puis encore une fois, il va être comme un peu coupé de ses émotions. C'est comme s'il n'y a pas de plaisir à jouer avec ces jeux. Donc, au niveau de l'hyperactivation, ça, je vous ai donné quand même pas mal d'exemples tout à l'heure. Chez les enfants, comment ça se présente? J'ajouterais chez les adolescents, c'est sûr que les adolescents, les réactions ressemblent beaucoup aux adultes, mais ce que j'ajouterais pour l'hyperactivation, c'est qu'ils vont avoir tendance à passer par des périodes où ils vont avoir des réactions extrêmes comme abus de substances, abus d'alcool de façon abusive, se mettre en danger, avoir des comportements un peu délinquants, défier les règles. Donc, c'est pas mal ça pour les ados. Chez les enfants, ce qu'on ajoute, c'est des peurs qui n'étaient pas là avant le traumatisme. Donc, peur du noir le plus souvent, peur qu'un malheur arrive aux parents, donc l'anxiété de séparation, refus de dormir seul. Puis, chez les enfants d'âge préscolaire, ce qui est typique, c'est notre meilleur critère diagnostique, c'est des crises de colère très intenses. Donc, on dit même des explosions de colère pour des sujets mineurs. Donc, la mère a donné le verre rouge au lieu de donner le verre vert, bien, ça peut faire des grosses crises de colère plus que ce qu'on aurait habituellement. Puis l'autre chose, c'est qu'on va voir des comportements de régression, disons, pour des habiletés qui étaient déjà acquises. L'enfant peut reprendre la suce, la doudou, alors qu'il était propre, peut avoir besoin de reprendre les couches.
ça ressemblera à ça, dans le fond. Et puis maintenant, si on regarde en fait en termes de durée, si vous voulez, ou c'est pas très important, mais c'est pour vous donner une idée, c'est qu'il faut que ces symptômes-là, dans le fond, durent plus d'1 mois. Alors, on va le voir tout à l'heure, c'est pas tout le monde là, pour qui nécessairement ces réactions-là vont durer très longtemps. La plupart, même, vous allez le voir, durent moins de temps que ça. Et donc, si ça dépasse 1 mois, c'est là que là, on peut penser à poser un diagnostic de stress post-traumatique. Puis ensuite, bien, il y a parfois, mais plus rarement, donc le début des symptômes va commencer donc 6 mois après l'événement. Mais c'est quand même pas mal plus rare. En général, les réactions débutent dès les premières minutes de l'événement. Et si elle en vient à développer, dans le fond, l'ensemble des symptômes de stress post-traumatique, bien, ça va se poursuivre dans le temps. Chez les enfants, on peut le voir un peu plus souvent, l'état de stress à survenue différé, surtout si le parent avait lui-même un état de stress post-traumatique. Donc, il n'est pas rare qu'une fois que les symptômes du parent sont résorbés, ceux de l'enfant prennent toute la place. Donc, quand on se questionne donc, à savoir est-ce que c'est fréquent, ça, le stress post-traumatique, dans la population en général, alors, il y a une étude qui a été faite au Canada, en fait, auprès des adultes canadiens, donc ce qu'on appelle une étude qui est représentative de l'ensemble des Canadiens. Et cette étude-là, ce qu'elle nous dit, c'est qu'au cours d'une vie, donc il y a 9,2 % des Canadiens qui vont avoir eu, à un moment donné au cours de leur vie, donc un état de stress post-traumatique. Alors, on peut penser que c'est presque une personne sur 10. On peut penser que c'est beaucoup. Néanmoins, quand on regarde dans la même étude, ils ont demandé aux gens qui ont sondé, en fait, combien avaient vécu des événements potentiellement traumatisants. Vous vous rappelez de la liste tout à l'heure? Donc, des événements, des accidents, des catastrophes naturelles, des expériences militaires et des agressions, etc. Donc, l'étude nous révèle, en fait, qu'il y a plus du 3/4 des Canadiens qui ont vécu au moins un de ces événements-là au cours de sa vie. D'ailleurs, si je vous posais la question, probablement vous diriez, oui, en effet, ça m'est arrivé au moins une fois d'avoir vécu, par exemple, un accident de la route ou encore une agression. Il y en aurait 3 personnes sur 4, théoriquement, qui lèveraient la main si je posais la question. Et ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'en plus de ça, c'est que la plupart des gens révélaient en avoir vécu au moins 2 de ces types d'événements-là. Donc, c'est vraiment la démonstration que c'est pas parce qu'on vit un événement très grave qu'on va nécessairement développer un stress post-traumatique au cours de sa vie. Et ces statistiques-là donc, sont relativement similaires, par exemple, à celles des États-Unis. Chez les enfants, comment ça se passe, Caroline? Chez les enfants, il n'y a pas, malheureusement, le courant de recherche est beaucoup moins grand. On a moins d'études que chez les adultes. Donc, il n'y a pas de données canadiennes. Mais si je regarde dans les données américaines, c'est sensiblement les mêmes chiffres. Donc, 6 à 10 % des enfants, des ados qui présenteraient un état de stress post-traumatique au cours de leur vie. Puis, pour l'exposition à au moins un événement, c'est 68 % des enfants, des ados qui vont être exposés à au moins un événement avant l'âge de 16 ans. Puis 37 % de ça, c'est 2 à 3 événements. Donc, ça ressemble vraiment à ce que vivent les adultes. Donc, les enfants sont aussi souvent exposés que les adultes. Ouais. C'est intéressant de se poser la question, justement, qu'est-ce qui fait qu'une personne, comme ce n'est pas tout le monde qui développe un état de stress post-traumatique, ce serait quoi les facteurs qui rendraient les gens plus à risque? Absolument. Ou plus résistants. Un des deux. Alors donc, on va résistant, effectivement. On va le dire du bord positif. On va regarder ça. Donc, quand on regarde justement, donc je vais vous résumer ce graphique-là assez simplement. Donc, en fait, vous avez quatre courbes, en fait. Ici, c'est une échelle de temps qui est en mois dans le bas, donc qui va de 0 à 120 mois. Et ici, donc, c'est la probabilité, en fait, d'avoir encore des réactions de stress post-traumatique suite à un événement qui est le point 0 ici. Alors, il y a 2 lignes. En fait, celle-ci qui est celle des femmes qui ont vécu elles-mêmes un événement, donc qui ont été victimes directement. Et l'autre pointillé, c'est les femmes qui ont été témoins de l'événement. Donc, vous vous rappelez que le fait d'être témoin d'un événement, ça peut aussi amener un stress post-traumatique. C'est important de voir. Donc, le fait d'être témoin visuel, par exemple, de cela,
Et on peut même le fait d'apprendre, par exemple, apprendre que notre enfant a été agressé sexuellement par quelqu'un, ça peut amener des manifestations. Alors, ce qu'on voit ici, dans le fond, c'est que les réactions de stress post-traumatique, donc il y en a une très grande majorité, voire la totalité, en fait, qui au départ en avait. Et ce qu'on voit, c'est qu'assez rapidement, donc en dedans de 6 mois, donc on voit déjà une baisse assez importante des gens qui en rapportent. Et lorsqu'on regarde ça, donc sur une période, par exemple, de 5 ans, alors ce qu'on voit, c'est qu'il y a donc environ 30% des gens là, au total qui vont encore avoir des réactions post-traumatiques, donc si elles en ont eu dès le départ. Alors, il y a quand même une diminution naturelle, en fait, des symptômes qui se fait pourquoi? Bien, souvent, c'est en lien avec tout simplement la façon dont les gens s'y adaptent. Quand on vit ce genre d'événement-là, on n'est pas passif vis-à-vis ça. On cherche, les individus, les personnes, ils cherchent constamment à comprendre ce qui leur est arrivé, à essayer de faire en sorte que ça n'arrive plus. Souvent, ils vont en parler avec d'autres personnes, et ça, en général, c'est assez aidant. Puis aussi, donc, souvent, ils vont même aussi prendre le soin aussi de se réexposer aux choses. Pensez à l'exemple de l'accident de voiture tout à l'heure. Souvent, les gens qui vont avoir eu un grave accident de la route vont craindre de reprendre le volant après ça. Quel serait le conseil que vous pensez qu'on devrait leur dire de faire? De reprendre la route. Pourquoi? Parce que c'est pour se réhabituer au fait que le fait de conduire en soi, c'est pas un danger qui est si énorme que ça. Mais pour qu'une personne qui a vécu un accident très grave le réalise, bien, c'est qu'il faut qu'elle se remette dans la situation, effectivement, pour pouvoir le constater. C'est comme s'il fallait qu'elle refasse l'expérience sans vivre la catastrophe, pour que graduellement, le cerveau, il commence finalement à se déprogrammer, puis que le système d'alarme, il ne soit plus toujours, dans le fond, en fonction. Alors, ce qu'on voit aussi dans ce graphique-là, qui est assez intéressant, donc tout ça diminue. Et donc, ça, ce n'est pas nécessairement associé donc, à une prise en charge là, médicale ou psychothérapeutique. Mais ce qu'on voit, c'est que ce sont les femmes qui ont vécu, en fait, des événements directement, qui sont les plus à risque de maintenir, en fait, ces symptômes-là au fil du temps. Et tout particulièrement les femmes qui ont été victimes d'événements qu'on dit interpersonnels, c'est-à-dire d'agressions qui surviennent directement sur elles. Et de façon générale, les femmes sont beaucoup plus victimes d'agressions sexuelles que les hommes. Et on sait que les agressions sexuelles, c'est un type d'événement qui a le plus haut potentiel d'être traumatique. C'est la même chose chez les enfants et les adolescents. Les filles qui ont vécu un événement interpersonnel sont beaucoup plus à risque de développer un état de stress post-traumatique. Puis l'autre chose que j'ajouterais, c'est l'âge. J'en ai parlé un petit peu tantôt avec la vidéo. Donc, plus l'enfant est jeune, plus il va devenir comme dépendant de l'adulte pour comprendre ce qui est arrivé, parce qu'il n'y a peut-être pas toutes les connaissances puis le vocabulaire pour exprimer comment il se sent puis pour comprendre qu'est-ce qui arrive. Puis on sait qu'une des choses les plus importantes, c'est de se faire une compréhension, de faire un sens de ce qui est arrivé. Donc, l'enfant le plus jeune va dépendre beaucoup, beaucoup de l'adulte. Donc, il faut que l'adulte soit disponible pour pouvoir aider cet enfant-là. Fait que ça s'ajouterait aux facteurs de risque les plus importants. Bien, en fait, justement, la recherche s'est beaucoup penchée là-dessus. Ce serait quoi les facteurs de risque les plus associés avec l'état de stress post-traumatique? Donc, il y a d'abord des facteurs qui seraient là avant l'événement. Donc, par exemple, les antécédents de maladies mentales. Donc, si la personne présentait déjà un trouble anxieux, une dépression, une autre problématique, bien, ça se peut que quand l'événement est survenu, elle a eu plus de difficultés à s'y adapter parce qu'elle était déjà fragilisée. Quelque chose que tu ajouterais là-dessus? Non. Il y a aussi des facteurs propres à l'événement en tant que tel. Donc, la gravité de l'événement, on en a parlé. Donc, quand ça a été fait par une autre personne de façon délibérée, surtout si la victime connaissait cette personne-là. On pourrait aussi ajouter des facteurs plus liés à l'aspect de l'événement. Donc, être proche quand ça arrive, donc la proximité physique de la victime, donc être présent au moment de l'ouragan. On pourrait aussi ajouter de perdre quelqu'un qui était cher pour eux, donc le décès d'un être cher, ou encore d'autres types de conséquences. Si je pense aux enfants, un des facteurs de risque importants, c'est s'ils ont été séparés de leur famille ou que leur routine a été ébranlée pendant plusieurs temps suite au traumatisme, ils sont plus à risque de développer stress post-traumatique. Je pense à des jeunes qu'on a vus suite au tremblement de terre en Haïti, ceux qui ont été vraiment sortis de Port-au-Prince pendant plusieurs
temps, loin de leur famille, eux, ils étaient plus à risque de le développer. Ensuite, il y a les facteurs qui surviennent durant l'événement. Tantôt, on a parlé d'Édith qui, durant le vol, à un moment donné, elle a commencé à vivre beaucoup de détresse. Elle a eu vraiment peur à un moment donné, puis là, c'est là qu'elle en fait, une fois que le voleur a quitté, elle a décidé d'appeler la police. Donc, ce qui se passe durant l'événement en termes de réaction physique et psychologique et émotionnelle, c'est très important. Donc, et plus c'est élevé, évidemment, plus le risque éventuellement de développer un stress post-traumatique va être élevé. Il y a aussi ce qui s'appelle la dissociation. Ça, on peut le voir comme un peu une réaction extrême de détresse, c'est-à-dire que c'est un moment, dans le fond, où, d'une certaine manière, l'esprit, en fait, se déconnecte du corps. Et donc, la personne, souvent, ce qu'on voit, par exemple, c'est chez des caissiers de dépanneurs, comme c'était le cas pour Édith, c'est qu'ils vont agir de façon très machinale, très automatique. C'est-à-dire, la personne va dire « donne-moi l'argent », puis, ils vont appuyer sur le bouton. Parfois, c'est pas sur le bon bouton. Hein. Ça, c'est une autre histoire, là, mais souvent, là, ils deviennent comme vraiment, disons, en dehors de leur corps, puis on a l'impression qu'on parle d'une sorte de sentiment de dépersonnalisation. Là. Donc, c'est assez intense comme réaction. Alors, quand les gens vivent ça, puis des réactions intenses de détresse, c'est sûr que ces personnes-là sont plus à surveiller qu'une personne qui ne les aurait pas vécues. Et ensuite, il y a des événements, des choses qui viennent après l'événement. Donc, il y a ce qui est avant l'événement, pendant et après. Et donc, on parle ici des stresseurs qui peuvent survenir suite à un événement. Alors, on rencontre souvent des gens ici, par exemple, que dans le cas, par exemple, d'un drame familial, en fait, qui peut s'agir, par exemple, d'un épisode de violence extrême de la part d'un des parents envers les enfants ou envers la conjointe, que ces événements-là, souvent, vont enchaîner vers, par exemple, une prise en charge des enfants par la DPJ. Ou encore, dans le cas d'une procédure judiciaire, bien évidemment, ça peut amener l'emprisonnement du conjoint, mais ça peut amener aussi la victime à devoir aller témoigner, etc. en cours. Et ça, c'est vraiment des événements qui sont très stressants. Et donc, plus il y en a, plus il y a des circonstances, dans le fond, qui rendent la vie difficile pour la personne qui a subi l'événement, bien, plus elle est à risque de développer un stress post-traumatique. Une autre chose qui est vraiment très importante, et on va en parler pas mal dans quelques instants, c'est le soutien que la personne reçoit suite à l'événement. Et là, on parle d'à partir des premières secondes jusqu'à des années après l'événement. Alors, le fait d'avoir du soutien qui serait, disons, adéquat ou approprié après un événement et que celui-ci demeure disponible pendant longtemps, bien, ça diminue de façon assez importante le risque de développer un stress post-traumatique. Mais donc, l'absence de ce soutien-là ou encore la présence d'un soutien qu'on va dire négatif, c'est-à-dire que des gens qui vont avoir des réactions négatives. On peut penser ici à des proches qui pourraient blâmer, par exemple, une femme qui s'est fait agresser sexuellement d'une manière plus ou moins directe, mais en sous-tendant qu'elle n'avait pas d'affaire d'être là à cet endroit-là, seule, qu'elle n'aurait jamais dû inviter cette personne-là chez elle, par exemple, etc. Alors évidemment, ça, souvent, c'est une réaction des proches qui vise pas qui n'a pas comme intention d'être négative, mais qui, à quelque part, peut avoir des effets très négatifs. Alors, on va voir ça un petit peu tout à l'heure. Évidemment, chez les enfants, le rôle des parents a quelque chose est très important, si je ne me trompe pas. Tout à fait. C'est sûr que, là, je l'ai déjà beaucoup répété, mais on sait que plus que le parent est en contrôle, plus que l'enfant va être capable de choisir les bonnes stratégies d'adaptation, sa façon de s'adapter à ce qui est arrivé. Puis aussi, si le parent n'hésite pas à en parler, ne fait pas de comportement d'évitement, bien, c'est sûr que tout ça, c'est des facteurs de protection pour l'enfant. Mais je ne voudrais pas non plus qu'on parte d'ici avec l'idée que les parents seront responsables si l'enfant a un état de stress post-traumatique. C'est pas ça que je suis en train de dire, parce que tout à l'heure, on va voir comment on peut aller chercher d'autres adultes significatifs qui peuvent aider l'enfant aussi. Donc, le parent ne se retrouve pas être la cause du problème de l'enfant. Je vais juste dire comment il peut aider son enfant. Bon point. Alors donc, en lien avec ça, en fait, on va vous parler ici du soutien peut-être justement qu'on peut offrir aux victimes et quel est le rôle en fait du proche ou des proches ou du parent. Et donc, ça peut être un peu, si vous voulez, une sorte de
quelques conseils, en fait, une explication aussi, en fait, de ce qui rend ça complexe pour les proches. Parce que je vais vous dire une chose. D'abord, je vous trouve je suis très content que vous soyez là ici. On est très content que vous soyez là ce soir. Mais souvent, ce n'est pas une thématique qui est nécessairement facile à écouter comme en termes de conférence. Parce qu'on parle de toutes sortes d'événements qui peuvent être évidemment très négatifs. Mais aussi que souvent, c'est quelque chose qui est confrontant pour les gens. C'est-à-dire qu'une personne qu'on aime, par exemple, ait vécu quelque chose de très grave. C'est confrontant dans le sens où ça nous rend évidemment extrêmement mal à l'aise. Ça peut même nous causer une détresse importante. Et faire en sorte aussi qu'on préfère ne pas y penser. Donc, éviter d'une certaine manière aussi de l'aborder de front parce que ça nous fait sentir mal. Et dans le cas des parents, si je ne me trompe pas, c'est aussi un peu ça, dans le sens que si un de nos enfants vit une situation telle qu'une agression sexuelle, bien, c'est sûr que quand on y repense, ça va nous créer beaucoup de détresse. Alors, ce n'est pas le genre d'histoire nécessairement qu'on souhaite entendre. J'espère en tout cas qu'on n'est pas trop dur à écouter, en fait, mais je vous félicite d'être ici et de rester jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Mais donc, notre but ici, c'est vraiment de vous donner en fait quelques conseils en même temps que le calorifère qui chauffe. Il y a un peu de l'air climatisé. Oui. Mais donc, sur ce que vous pourriez faire en fait pour être aidant donc auprès d'une victime. Alors, je vous disais que c'est un défi en fait pour les proches, puis on a dans plusieurs des études qu'on a fait au Centre d'études sur le trauma, c'est une chose qu'on a pu réaliser. C'est-à-dire que les gens, ils ne savent pas vraiment comment aborder la chose avec la victime. Souvent, ils vont faire des tentatives, mais ils ne savent pas exactement comment. Et de son côté, la victime, elle éprouve aussi de la difficulté à expliquer ce qu'elle vit et surtout d'exprimer ce dont elle a besoin. Parce que c'est souvent c'est un état, en fait, qu'elle n'avait jamais vécu auparavant. Et on ne peut pas décrire, par exemple, la souffrance puis toutes les perturbations émotionnelles et au niveau des pensées que je vous ai décrites tantôt. C'est très difficile pour les victimes de dire « je me blâme, je me sens coupable, j'ai l'impression que tous les hommes sont dangereux ». Ce n'est pas le genre de choses qu'ils sont en mesure de dire souvent. C'est très difficile d'identifier ces choses-là. Alors donc, la nature des symptômes comme tels peut rendre ça difficile. Et une autre chose qui peut rendre ça difficile, c'est toutes les réactions d'évitement aussi. Parce que ces réactions d'évitement-là, bien souvent, elles vont avoir aussi un impact sur la qualité de vie puis le fonctionnement des proches. Si une personne, votre conjointe, ne veut plus sortir, ne veut plus aller dans des événements où, par exemple, il y a des hommes, bien, ça se pourrait qu'à ce moment-là, ça limite pas mal les choses. Alors, le fait que ça affecte la qualité de vie, notre qualité de vie comme proche, bien, ça peut aussi nous être dérangeant. Il y a une fluctuation aussi, puis l'évolution de la maladie. Ah, ça, c'est quand même très important. Parce que souvent, les proches, justement, ce qu'ils pensent, c'est qu'à quelque part, vu que l'événement est terminé, puis que ça fait déjà plusieurs mois, voire plusieurs années que c'est arrivé, bien, il me semble donc bien que là, tu devrais t'en remettre de ça, là, tu sais. Alors, donc, les attentes vis-à-vis l'évolution de la chose versus ce qui se passe réellement, bien, ça peut être assez difficile à comprendre. Et souvent, les proches, au début, vont être assez tolérants vis-à-vis toutes les difficultés que les événements traumatiques ont causées. Mais à un moment donné, ils deviennent un peu moins tolérants, souvent au fil des mois, voire des années. Puis quand je vous dis des mois, des années, j'espère que ça ne vous surprend pas, parce que je peux vous dire que dans nos études, on a pu voir au niveau des adultes, évidemment, les enfants, c'est plus récent, mais chez les adultes, on en a eu que ça faisait jusqu'à 25 ans qu'ils avaient subi leur événement et qu'ils avaient un stress post-traumatique. 25 années. C'est quand même assez long avec toutes les manifestations que je vous ai décrites tantôt. Et vous irez voir d'ailleurs, dans un des clips qui va sortir là, au début mai, il y a un des individus qui l'a vécu justement comme directeur de banque, une prise d'otage il y a 25 ans. Alors, et on va voir sa conjointe. Mais donc,
il y a tout d'abord l'évolution, où on pense que tout ça devrait s'atténuer dans un délai relativement raisonnable, mais non, que là, ça se poursuit. Alors ça, c'est un peu difficile. Puis éventuellement aussi, c'est que des fois, les choses peuvent commencer à s'améliorer, puis là, tout d'un coup, il y a un événement stressant qui arrive, puis là, ça réexacerbe, en fait, Alors ça aussi, là, ça peut être un peu confrontant de voir ça arriver. Stigmatisation de l'état stress post-traumatique. Il y a quand même pas mal de gens qui vivent des événements traumatiques qui sont des travailleurs. Hein, c'est des gens qui, dans le cadre de leur fonction, pensez à des policiers, pensez à des caissiers de dépanneurs, pensez aussi à des gens qui travaillent, par exemple, en milieu psychiatrique ici, qui vont vivre ce genre de choses-là, mais qui s'y attendaient pas, puis qui, à quelque part, peuvent être jugés négativement par leurs collègues sur le fait qu'ils ne s'en remettent pas de ces événements-là, alors que, à quelque part, ça fait partie de la job. Donc, souvent, il y a une sorte de stigmatisation qui peut s'installer. Moins présente probablement chez les enfants, évidemment. Moi, je pensais aux travailleurs auprès des enfants. Là. Les travailleurs auprès des enfants. Bien, c'est la même chose en milieu psychiatrique enfant. On dirait qu'on s'attend que parce qu'on fait un métier de relation d'aide, on devrait passer par-dessus ce genre d'événements-là, puis qu'on devrait être habitué à être confronté à la détresse, dans le fond. Exact. La gestion de sa propre détresse, je vous l'ai décrit, ça peut être très confrontant que notre conjointe a été agressée sexuellement, puis ça peut être assez difficile aussi, donc tout simplement de l'accepter puis de tolérer ces pensées-là. Et donc, la détresse que ça cause, bien, ça peut faire en sorte que ça nous rende moins aptes à soutenir la victime. Après 10-12 ans de soutien, en fait, à une personne qui a son stress post-traumatique et peut-être une dépression majeure, comme je vous disais, qui arrive assez fréquemment, bien, il se pourrait que les proches aient besoin de répit. Puis, et surtout, donc, une difficulté... Oups, c'est pas le... Une difficulté au niveau de la communication et du soutien. Alors, on va voir que les choses se compliquent quand vient le temps d'essayer de pouvoir aider une personne avec un stress post-traumatique. Tout d'abord, si on pense aux proches, donc le proche qui serait ici à gauche, lui-même, face à l'événement qui a été vécu, donc a ses propres pensées, peut-être ses propres préjugés, puis éventuellement les émotions qui en découlent. Tantôt, je vous disais qu'il y avait une possibilité de réaction négative. Ce qui découle du fait de blâmer, par exemple, la victime. Mais je pourrais très bien vous parler aussi de la colère que je pourrais vivre comme conjoint si ma conjointe se faisait agresser sexuellement. La colère que je vivrais envers l'homme qui lui a fait cette agression-là, par exemple. Et ça, éventuellement, ça va m'amener, évidemment, à avoir un style de communication, donc c'est en fait qui va être un peu plus agressif, mais qui va être interprété négativement par ma conjointe et qui, elle, va générer des pensées puis des émotions chez elle à son tour. C'est vraiment un processus de communication là, standard, ce que je vous montre là, mais c'est juste pour vous montrer que si moi, je réagis négativement et avec beaucoup de colère vis-à-vis de la personne qui a agressé ma conjointe, bien, il se pourrait que ça fasse que ma conjointe, elle, se sente mal de m'entendre en parler de cette manière-là. Et qu'est-ce que ça va avoir comme effet? C'est qu'elle va éviter de m'en reparler pour éviter qu'elle se ressente mal. Alors là, moi, il se pourrait que je ne comprenne pas, etc. Donc, pour le proche, le fait d'avoir à vivre avec cet ensemble-là de choses, et je peux franchement penser aussi que les parents, dans une situation comme celle-là, peuvent avoir de la difficulté encore plus prononcée peut-être à bien interagir, à bien communiquer avec leurs enfants. Tout à fait. Puis souvent, ils sont pris entre leur rôle de protection et leur rôle de pousser l'enfant. Tu sais, ça aussi, c'est toute une question jusqu'à quel point c'est correct d'éviter, jusqu'à quel point je le pousse. Puis toute la colère qu'ils peuvent avoir envers... Parce que c'est arrivé à leur enfant. Un enfant ne devrait pas être exposé à ce type de situation-là. Il est supposé être en train de jouer, là. Fait que c'est sûr que c'est exactement le même processus. Puis, éventuellement, bien, ça l'est aussi, en fait, difficile pour la victime, puisque, de son côté, donc le fait, par exemple, de vouloir éviter certaines situations et donc de ne pas vouloir, par exemple, discuter de ce qui lui est arrivé, bien, peut causer également donc, des réactions chez le proche qui peut penser aussi que bien, elle ne considère pas comme disons, une bonne source de soutien. Alors, c'est quelque chose qu'on voit, entre autres, chez les militaires.
les militaires qui reviennent, par exemple, d'Afghanistan avec un stress post-traumatique parlent très peu de ce qu'ils ont vécu à leur conjointe. Et ça, c'est vécu très difficilement par les conjointes parce qu'elles ont l'impression qu'elles sont exclues, en fait, du processus, puis de la détresse, puis de l'ensemble, en fait, de la situation que le militaire vit. Et donc, dans les faits, les militaires, la raison pour laquelle ils ne veulent pas parler à leur conjointe souvent, c'est pour éviter de les traumatiser. Parce que ce qu'ils ont vécu, c'est ce qu'ils disent souvent, ils disent « j'ai peur tout simplement de traumatiser ma conjointe si je lui raconte ce que j'ai vécu, parce que c'est complètement... OK, c'est complètement tragique, puis je suis sûr qu'elle n'est pas prête à recevoir ce type d'informations-là. » Donc, mes petits graphiques visaient vraiment à illustrer la complexité que ça peut avoir. Mais de façon générale, ce qu'on peut dire par rapport à ça, c'est que les proches ont un rôle, évidemment, très important, comme on vous l'a mentionné. Et il y a des choses qu'on peut, disons, conseiller à tous les proches, en fait, de façon générale. C'est-à-dire encourager la victime à parler de ce qui lui est arrivé. Ne pas minimiser l'ampleur de l'événement et de ses conséquences. Puis l'encourager à chercher de l'aide professionnelle au besoin. Pourquoi ces 3 conseils-là? Parce qu'ils ont beaucoup d'impact. Si les proches ne sont pas disponibles pour écouter la victime lorsqu'elle a le goût de parler de ce qui lui est arrivé, pour de multiples raisons, bien, il se pourrait que ça soit vécu comme très négativement par la victime. D'autre part, que les proches minimisent l'événement en disant « ben là, c'est terminé, passe à autre chose, l'agresseur, il est rendu en prison, il peut plus t'agresser maintenant. » Bien évidemment, c'est une sorte de minimisation qui peut faire en sorte que les victimes vont se sentir invalidées dans ça. C'est-à-dire qu'ils ne se sentiront pas, ils vont penser que le proche ne reconnaît pas l'importance de l'événement qu'ils ont vécu. Puis comme je vous l'ai mentionné, souvent elles prennent beaucoup de temps donc à se décider et à faire vraiment l'effort, pas l'effort, mais en fait faire la démarche d'aller chercher de l'aide professionnelle. Alors de les encourager à en chercher, je pense que c'est très important. As-tu quelque chose à dire par rapport aux enfants ou adolescents par rapport? Non, je vais le voir tantôt avec mes similaire. Ouais. C'est vrai, il y a des choses en particulier. Au niveau du soutien des proches, des choses à éviter, bon, mis à part la minimisation, les critiques négatives, les blâmes pour l'apparition et le maintien du trouble, comme je disais, ça devrait être terminé. Puis évitement de la personne, se distancer. Déjà, les victimes ont tendance à vouloir s'isoler. Si on n'en parle pas, puis qu'on n'est pas à l'écoute quand ils en ont besoin, bien, ça peut évidemment avoir un impact négatif. Donc, à favoriser aussi, donc, lorsque la personne, par exemple, a fait la démarche d'aller chercher de l'aide, donc renforcer les efforts et les progrès, les moindres petits progrès, faciliter l'adhérence au traitement, ce qui veut dire peut-être l'accompagner aux séances de thérapie, parce que souvent, elles craignent ces étapes-là. Il y a des étapes aussi des traitements qu'on va vous présenter tout à l'heure qui sont difficiles au départ, qui causent beaucoup d'émotions négatives. Alors, le fait d'avoir son conjoint ou un proche qui nous accompagne, c'est très important. Puis, encourager à avoir des recours à des comportements de santé préventifs, comme, évidemment, tenter, en fait, de maintenir un certain fonctionnement au niveau des activités récréatives, mais aussi pour, à quelque part, donc, changer un petit peu les choses. Bien, pour les enfants, ça va dans ce sens-là parce que un enfant, ce qui va le plus le rassurer, c'est de sentir que papa et maman ont la situation bien en main. Quand ils sentent cette espèce de contrôle-là, que les parents font une équipe, habituellement, ça les rassure beaucoup. Donc, ce qu'on va suggérer, c'est le plus possible de garder, dans la mesure du possible, un climat calme à la maison, puis de rétablir une routine de vie le plus rapidement possible. Donc, de reprendre les heures de dodo, les heures de repas, de retourner à l'école le plus vite possible. Ce qu'on va dire aussi, c'est de garder les traditions familiales. Donc, s'il y avait, je ne sais pas moi, une soirée popcorn, cinéma le vendredi, un déjeuner spécial le dimanche, de reprendre ça le plus rapidement possible.
Aussi d'encourager, un peu comme tu disais pour les adultes, donc la reprise des activités qu'ils faisaient avant, donc ces activités sociales, sportives ou toute autre activité qu'ils faisaient. Inviter un ami à venir jouer à la maison, aller jouer chez un ami. Donc vraiment ce qui se rapproche le plus possible d'un fonctionnement normal chez un enfant de cet âge-là. Ce qu'on suggère aussi, c'est d'accorder du temps privilégié à l'enfant. Ça veut dire du temps où on ne va pas nécessairement parler de ce qui est arrivé. Ça, je vais en parler à la prochaine acétate, comment aborder ça. Mais un moment où on passe du temps privilégié avec un enfant, puis on pourrait joindre à ça aussi, sécuriser par des gestes d'affection, de maternage. Ce qu'on entend par là, c'est que ça peut être bien de bercer son enfant, de reprendre des trucs qu'on faisait avec lui quand il était plus petit, de le bercer avec la doudou, de faire des moments de câlins familiaux. Puis, de ne pas hésiter à rechercher du soutien auprès de la famille élargie. Souvent, les enfants ont créé des relations positives avec leurs grands-parents, parrains, marraines, oncles, tantes, des amis de la famille. Donc, ça, c'est bien d'aller chercher le soutien de la famille élargie. Donc, l'enfant n'est pas nécessairement obligé de se confier à son parent. Ce n'est pas ça qui est tant suggéré. Ça pourrait être auprès de n'importe quel adulte. Donc maintenant, comment on fait pour ouvrir le dialogue avec un enfant qui a vécu un événement traumatisant? Bien, d'abord, on dit d'opter pour une attitude calme et rassurante. Comme on disait tout à l'heure, si le parent semble en contrôle, l'enfant va se confier à lui plus facilement. Donc, ce qu'on va dire, c'est que c'est bien d'avoir des phrases comme « Même si notre vie est bouleversée en ce moment, que les choses ne sont pas tout à fait comme avant, papa et maman ont la situation bien en main. » Ça, c'est des problèmes d'adultes. Tu sais, des fois, ils vont dire « Oui, mais là, les assurances, ils vont-ils payer pour ce qu'on a perdu dans l'incendie? » Des choses comme ça. Donc, de le remettre dans sa position d'enfant, puis de dire « Bien, toi, moi, j'aime bien ma phrase, toi, ta job, c'est d'aller à l'école, de jouer avec tes amis, d'aller à tes cours. Puis la responsabilité de papa et maman, c'est de s'occuper des problèmes d'adultes. » Donc, puis il y a certains enfants, par contre, qui vont avoir besoin d'être dans l'action. On peut leur donner des responsabilités qui sont propres à leur âge. Donc, de faire leur chambre. Donc, je ne sais pas, d'aider les parents d'une quelconque façon en fonction de l'âge. Ce qu'on suggère aussi, c'est de répondre directement aux questions de l'enfant. Donc, s'il y a des questions à poser sur ce qui s'est passé ou ce qui s'en vient, on répond directement, mais on essaie de ne pas d'en donner plus que l'enfant en demande. Donc, on répond à ces questions, parce qu'il y a des fois qu'on peut, comme adulte, on veut tout dire, on veut tout parler, on veut rassurer le plus possible, mais l'enfant n'est peut-être pas rendu là au niveau de ces questions. Fait que ça se peut que dans un premier temps, il soit plus au niveau de qu'est-ce qui va se passer avec notre maison. Après ça, est-ce qu'on va encore aller en vacances en famille? Donc, on ne va pas plus loin que ces questions. Bien, tu as parlé de la disponibilité d'écoute, c'est la même chose pour les enfants. Puis, on peut l'encourager, donc oui, à parler de l'événement, mais aussi de ses sentiments par rapport à ça, ce qu'il a senti pendant l'événement, mais aussi après. Donc, on n'est pas nécessairement obligé de le faire d'une façon verbale. Donc, on connaît notre enfant. On peut y aller par des dessins, des jeux, de l'art, faire du bricolage, n'importe comment. L'important, c'est qu'il exprime ses émotions, finalement. Donc, à quel moment... Ah, oui, c'est là. Oh, excuse-moi. Non, c'est ça. Je t'allais te poser la question à quel moment consulter. Ah oui, bien là, c'est ça. Alors, comme je mentionnais tout tantôt, en fait, les victimes, dans le fond, ce qu'elles ont besoin suite aux événements, on peut mettre ça, dans le fond, sous le couvert ou sur le chapeau du soutien. Mais du soutien, et qui est le soutien, en fait, plus informel, donc qui vient des conjoints, des proches, de la famille, des amis, mais aussi éventuellement, possiblement, d'un soutien plus formel, où là, on va parler davantage donc d'un psychologue ou d'un psychiatre. Dans les faits, entre les deux, il y a souvent une longue période de temps où les personnes vont avoir tendance à aller consulter, par exemple, leur médecin de famille, ou encore, et vont possiblement mentionner certains symptômes qu'ils ont, les difficultés de sommeil, par exemple. Ceux qui vont parler plus facilement, là, ça va être difficulté de concentration et de sommeil. Alors souvent, ils vont peut-être se limiter à ça en termes de problèmes qu'ils vont rapporter à leur médecin. Et sur cette base-là, le médecin va possiblement, donc, tout simplement prescrire quelque chose en fonction de ces deux symptômes-là. Mais donc, ne tiendra pas compte le fait qu'il y ait possiblement le dévoilement de ce qui s'est passé n'ait pas été fait, donc, durant la rencontre avec le médecin. Mais ça peut faire que là, cette personne-là va partir. Quelques mois plus tard, quelques années plus tard, peut-être qu'elle va retourner consulter pour d'autres problèmes. Cette fois-là, peut-être pour une dépression ou pour autre chose. Et donc là, elle va se retrouver, dans le fond,
à peut-être recevoir un nouveau traitement à travers ça. Mais parmi ces gens-là, il y en a plusieurs qui vont avoir été blessés aussi. Donc, ils vont possiblement aller dans le système de santé pour des blessures qu'ils ont subies durant l'événement, qu'il s'agisse d'un accident ou une agression au couteau, par exemple. Et donc, autrement dit, ces personnes-là vont être à la recherche de soutien, bien sûr, de soutien formel et informel, dans le but de toujours mieux gérer, dans le fond, les répercussions de tout ça. Et ce qu'on constate, dans le fond, à travers tout ça, c'est que, dans le fond, elles vont faire appel à ces instances-là de différentes façons, à différents moments. Mais donc, quand vient le temps, éventuellement, aussi, de prendre en charge ces personnes-là, bien, on doit faire appel pas seulement au soutien formel, mais aussi aux proches, parce que c'est très important dans ce contexte-là. Donc, quand on parle de soutien formel, on parle de quoi? Bien, écoutez, il y a les données, en fait, scientifiques nous indiquent maintenant que la psychothérapie, c'est vraiment un traitement de choix pour traiter le stress post-traumatique. C'est ce qui fonctionne le mieux pour le moment. Il y a des médicaments, en fait, qui peuvent aider aussi, donc, à surmonter en partie les difficultés, mais pas dans la même mesure que la psychothérapie, qu'on appelle thérapie cognitivo-comportementale, très particulièrement, permet de faire. Et dans le fond, cette thérapie-là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle permet à la personne d'apprendre à gérer les réactions donc qui surviennent suite à l'événement, puis éventuellement à enrayer le cycle, donc notamment de l'évitement, puis éventuellement du fait d'éviter que ça maintienne la peur, puis qu'éventuellement ça amène toutes les autres manifestations qu'on vous a décrites tout à l'heure. Alors, la thérapie comme telle, ce que ça fait, ça comporte 4 buts. Donc, favoriser le retour vers les situations évitées, donc diminuer l'évitement. Ensuite, diminuer les pensées dysfonctionnelles. Vous vous rappelez qu'au niveau des perturbations au niveau des pensées, donc le fait de se blâmer, de penser que tous les hommes sont dangereux, le fait que, par exemple, conduire aussi, c'est dangereux. Alors, ça, c'est des pensées qui sont là, puis qui vont générer beaucoup d'anxiété, puis de peur éventuellement. Alors, donc, favoriser une perception plus réaliste de ce que c'est. Dans les faits, les intersections ne sont pas toutes dangereuses. Combien parmi nous avons passé au travers d'une intersection aujourd'hui en voiture et qui n'avons pas vécu d'accident grave? Pas mal tout le monde. Alors donc, réalistement, c'est pas dangereux une intersection. Sauf que, quand on vient d'en vivre un, c'est pas comme ça qu'on pense. Améliorer la gestion de l'anxiété. Donc, l'anxiété est très, très forte chez ces personnes-là lorsqu'elles sont en présence d'une situation, d'un élément, en fait, qui va leur rappeler l'événement. Alors, donc, et c'est nécessaire souvent de les aider à diminuer l'anxiété d'un point de vue physiologique, puis éventuellement favoriser l'identification des émotions associées à l'événement traumatique. Je vous ai mentionné à plusieurs reprises, évidemment, on a parlé de peur, on a parlé de sentiments d'horreur, d'impuissance, de culpabilité, de honte, de colère. C'est vraiment toutes des émotions très différentes, mais qui ont toute une probabilité quand même assez élevée d'être présentes, mais pas de la même façon chez 2 personnes ou 3 personnes différentes. Alors donc, de les identifier, ces émotions-là, puis d'essayer de voir à quoi elles sont reliées. Alors ça, c'est vraiment important pour passer au travers. Veux-tu ajouter quelque chose? Bien, chez les enfants, ce sont exactement les mêmes buts qui sont poursuivis. Donc, on va adapter selon l'âge de l'enfant en utilisant plus des activités ludiques, des personnages et des dessins, donc tout ce qui a plus rapport avec l'art aussi. Mais sinon, ce sont exactement les mêmes buts qui sont visés. Puis aussi tôt que possible, comment je pourrais dire ça? Même à partir de 5-6 ans, on peut faire de la thérapie cognitive comportementale auprès des enfants. Quand ils sont plus petits que ça, on va plutôt intervenir auprès des parents parce que l'enfant a plus de difficulté à venir en thérapie puis à passer à travers ces buts-là. Puis dans les faits, c'est une thérapie qui est très active, qui demande une participation active des victimes. Donc, et on sait que la recherche nous dit en fait qu'il y a des thérapies qui demandent une participation peu ou pas active aux personnes, c'est-à-dire qu'on ne leur donne pas d'exercice à faire à la maison, qu'on ne les amène pas à quelque part à modifier ces pensées-là puis les comportements, que ça fonctionne moins bien.
Donc, quand est-il préférable de consulter? Alors, écoutez, comme dans le cas d'Édith, le plus tôt possible, c'est le mieux. Plus on attend, évidemment, plus les souvenirs traumatiques et ainsi que toutes les autres réactions d'évitement, puis éventuellement les pensées là, qui sont peut-être plus ou moins rationnelles, donc vont s'incruster, si vous voulez, dans le fonctionnement de la personne, puis de plus en plus, donc, faire en sorte qu'elle va s'isoler, puis éventuellement, donc, être de plus en plus dysfonctionnelle. Donc, le plus tôt, c'est le mieux. Ceci dit, c'est pas parce que ça fait 10 ans qu'on l'a vécu puis qu'on a un stress post-traumatique que c'est pas possible de s'en sortir. Et donc, et ça, je peux vous dire que sur les centaines de personnes qu'on a pu traiter au Centre d'études sur le trauma, ça nous a été confirmé à de multiples reprises, y compris donc notre record Guinness là, du directeur de banque qui 25 ans après, donc, a pu se défaire de son stress post-traumatique. Et donc, en termes de ressources disponibles, bien, écoutez, ça, c'est souvent une chose qui est difficile à trouver pour les gens. Il n'y en a pas énormément de ressources spécialisées. Bien entendu, pour les enfants, en tout cas, il y a très certainement la clinique sur les troubles anxieux, donc à l'hôpital Rivière-des-Prairies. Ici, actuellement, au Centre d'études sur le trauma, nous ne sommes pas une clinique, mais on a tout de même des études en cours qui pourraient convenir à vos besoins. Quoi qu'il en soit, les victimes ne sont pas toujours prêtes donc à aller chercher de l'aide formelle dès le départ. Souvent, elles ont besoin de faire un bout de chemin par elles-mêmes pour essayer de gérer une partie des réactions qu'elles vivent, mais aussi éventuellement de mieux comprendre ce qu'elles vivent. Et souvent, c'est des personnes qui vont aller chercher beaucoup d'informations, notamment sur Internet. Alors, au Centre d'études sur le trauma, on a un site donc, qui s'appelle Plus qu'un souvenir. Donc, qui va dans... Le plus qu'un souvenir veut dire que c'est plus qu'un souvenir, mais qu'éventuellement, lorsque une personne s'en est sortie, bien, ce n'est plus qu'un souvenir. Et donc, on décrit donc à travers... Oups, c'est pas ça que je voulais faire. Donc, à travers différentes sections, ce qu'est un trauma, aide et ressources, les étapes du rétablissement. On a une section aussi qui porte sur des œuvres d'art qui ont été créées donc par des étudiants du Collège Montmorency, donc sur la thématique des traumatismes. Enfin, il y a une foule d'informations donc, qui sont disponibles sur le site. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui vit ce type d'événement-là, bien, très certainement que vous pouvez les référer au site. Et comme je vous mentionnais tantôt, on va se mettre à travailler maintenant. J'ai pris entente avec Caroline. Elle a dit oui. C'est un engagement formel. Alors, nous allons développer donc une nouvelle section qui va être probablement ajoutée, qui va porter donc sur la réalité des enfants et des adolescents en lien avec ça. On a aussi une page Facebook, donc qui peut être utile aussi, notamment pour les adolescents, oui. Mais même les adultes, alors que vous pouvez consulter. Et évidemment, plusieurs ressources peuvent être aidantes. Médecins de famille, pédiatres, le C3S, les équipes de psychiatrie, psychopédopsychiatrie, les centres de crise et les ressources communautaires. Puis je pense que toutes les coordonnées se retrouvent sur le site. Oui, exactement. Sur le site du Centre d'études de Plus qu'un souvenir, vous allez trouver ces coordonnées-là. Alors maintenant, bien écoutez, sur ça, on est prêt à prendre vos questions, vos commentaires s'il y a lieu donc sur la thématique. Merci beaucoup de votre attention. Merci.